Thank you. Sorry for speaking in English. I can understand French, but I'm struggling to speak in that in French. I will start presenting this project called Heritage In. I presented this. I submitted as a proposal for spreading one project. Firstly, a personal project I submitted to the OW2 QuickApp initiative, which is an open source initiative promoting a new way to create apps quickly and light apps to experience quick access to different services. And as I will show you in combination with the open source and the open data, it's something that we can do in just 20 minutes. Really nice applications. Some background about the project. We all know perhaps our hometown or some places where we know small places that are popular for their own assets, perhaps cultural heritage, perhaps by the famous castles or I don't know, whatever asset you might have in your hometown, perhaps vineyards or breweries or whatever you have. And some of the problems is that we have heritage to preserve, heritage already preserved and collected in some open data, because there are some associations or they might be some public institutions with these databases that are willing to offer for third-party applications and to offer the possibility to the community and individuals to create services or applications on top of this. The first idea came up when I moved to Leuven in Belgium, and I don't understand Netherlands, so Dutch. So I struggled to realize what is going on with the nice cultural heritage things I found in the streets. So in the plaques, I found something I didn't understand. So I looked into public sources, the open data, then local open data, and I found some interesting databases in Dutch. And I also struggled to understand the meaning of that. No? So I combined the data, this open data, with some other third-party sources like the Wikidata. So extracting the semantic value of the entities I found in the streets and combining them to have a richer data set. After that, visualizing this and enabling the possibility to interact with this data. So this data that might be unknown for most of the visitors in that places, or perhaps in the visitors or citizens that are not aware of all the hidden gems in the city, like some assets you might pass by and you don't realize that they are there. Like in this case, this tree that is planted there from a couple of 1 century ago or 1.5 century ago, and you don't realize that this is a monument. So this is something I wanted to highlight and to create something to show these kind of assets. And also using the technologies to visualize and to make it more interactive, this learning, and also showing the value of the local assets. In this case, this is a church that it's a bit weird, but the visitors don't realize that it's unfinished. So because of the foundations that they couldn't make it bigger or taller, it's something that is unknown. And why not using the technologies and using the public information this is already there, using the public archives to show how this must look like if the foundations would allow to continue building this church, right? So these technologies are an ally for us to enhance the visualization, to create better user experience using simple things like geolocation. So the application you can create enables geolocate, position yourself in the map and showing different things. No? And also using third-party images or models like this example. And the objectives of the project, very simple. It's promoting this local heritage, not only cultural heritage, but all kind of heritage you might have in your city, in your town. Using the public open source,
open data databases you might have provided by the local authorities or the public bodies, and also enriching with the existing databases out there, like Wikidata, like OpenStreetMap and some others, and also enabling the possibility to contribute from third parties to the data set, to the database. So also some requirements, having something very simple, no code, publicly exposed somewhere, no cost. For instance, using the GitHub. So with a free account of GitHub, you can implement this, and without any maintenance cost. So any city around the world can just grab the source code in the repository, clone it, and just changing a couple of configuration files, adding some texts, changing colors, adding a new logo, they can have something like this application. Showing very simply the, in this case, a statue, could be any kind of asset that is geolocated with a coordinate, latitude, longitude, and with some title, descriptions, and something interesting that is, you can do it multilingual. So you can adapt it to any language, to any purpose. So this is the example, and I will explain how we can do it. First, the data. As I told you, we can collect information from public sources, but the good thing is that the methodology we propose here is using these third-party sources like Wikidata to have an semantic enrichment of the data, and we can do endless things with this. So we can connect different nodes, different graphs, and extracting the real value of the data, just because we offer this possibility to include the semantics to the information. So this is not only a statue of Erasmus, the previous one, the example, but we are extracting the information about the person itself, and who was him, and in which period he lived, what he did. This kind of information we can collect, and we can put it into the database. So enriching the data. And now the application, something simple, contextual, using the geolocation, so it's something trivial, but also very interesting, cross-sourced. The data is cross-sourced, so we can invite the community to contribute with the applications, with the images, with enriching also the code, and also enriching the content. Anyone can contribute because it will be publicly available on GitHub, and it's open to everyone. It's based on open data at the beginning, using the open data sources at the beginning, and we ask the community to provide input to this and some other additional features. Also, you can include, if you want to promote it or to monetize it, you can include some advertising or in-app payments if you want to sell something. So with minor changes in the code, you can do it. And the most important part is the methodology. You can follow step by step the methodology, and starting by the code in GitHub, you have the methodology, this guide to make step by step the application itself. Create the database using the templates you will find there. It's a JSON file. It's something very simple, very easy to understand. And the quick app, which is the code of this light application system, in this case for Android, but you also have the possibility to add it into an open web application that is totally as well available on GitHub. And you can just clone it. Any user with an account in GitHub, just clone it and implement it with your changes. Minor changes, just changing colors, descriptions, titles, adding your new points of interest. If you have a database already, you can do it in 20 minutes. And after that, using the specific tools and guides, you can just publish it in GitHub, and this will be available for the public and also to be reusable by this quick app we created, and we have it. And also the web application, it's already public and available. So it's just a configuration file, you have to put it there, and you can start using this application. And this is something very, very simple, and you can do it, for instance, this example for Paris, using an open data data set from the city of Paris with the illustrious Parisian women, where they lived,
where they were born here in Paris, with some history behind them. Just 5 minutes of conversion and cleaning up the data using OpenRefine, this nice tool. If you don't know it, just have a look. It's really cool to curate data. And you have something like this one. It's something that you can click on the, you will have the slides with the links, just test it. It's really cool. The coolest thing is that you can do it in 20 minutes. It's something that it's proven, you can do it. And the result is something like this. I won't show the example, it's a video, but you can have a look at this. And you can adapt this method to any kind of idea you might have. You can see several examples in different places for highlighting historic buildings. In Brussels, a comic book road, an open-air museum in Antwerp, and if you want to promote, for instance, something touristic like beaches in Barcelona, you can do it. And for sure, as usual, we believe that open source, open data, and this open collaboration is something really important, because the best idea will come from outside. The public bodies can be involved in closing the data and just creating nice application, nice services for the users or the citizens. That is good. But if we open this data and we enable the possibility to do these things like the one I presented, you can create third-party services or third-party applications like this. And if you are the government, you also can enrich this your applications using this code we are proposing. And also with open data, we have the full efficiency and the excellence on the treatment of the data and the publication of data. So we have a lot of information, a lot of services, many applications, and this is a public good. And this is something that, as I told you, the best idea will come from the outside. So please open your data and collect your insights. And if you have any idea, you have any points of interest on your mind, please let us know. Just follow the links, and we will be I will be able to help you to create the next example. So I told you, in 1 hour we can have a really nice example of whatever you have in your mind. Thank you. Let me close it. Merci beaucoup, Martine. Oui, c'est un peu bizarre, je parle dans le micro, parce que comme c'est enregistré, on m'a demandé de bien parler dans le micro. Je profitais de la transition juste pour vous informer que la personne qui devait représenter Primtux tout à l'heure, a annulé, ce qui fait qu'on a 20 minutes supplémentaires. Donc j'ai laissé Martine finir sa présentation, et on va tout décaler. Donc il y a 20 minutes de plus pour, 10 minutes de plus pour cette table ronde, et on va laisser quelques minutes de plus pour la présentation suivante. Mais voilà, donc je vous laisse continuer sur la thématique de l'open data au service de la participation citoyenne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci du coup Martine pour cette présentation. Donc je vais prendre la suite. Moi je suis Louise Vidal, je suis chef de projet au GIP Maximilien. Donc le GIP Maximilien, c'est une plateforme en fait de publication des marchés publics. Donc nous on est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2013. Donc on a 375 membres en Île-de-France, et donc notre objectif, c'est de permettre à nos membres de publier leurs appels d'offres et aux entreprises d'y répondre. Et on porte aussi ce qu'on appelle le réseau des achats responsables, et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a un observatoire donc, que je vais vous présenter, et donc qui est hébergé et géré par un prestataire qui s'appelle Atoll Conseil et Développement. Voilà, et c'est ce travail-là qu'on souhaitait vous présenter, puisque ce sont donc des données qui sont publiques et qui sont, grâce donc à cet observatoire, voilà, on permet en fait au public une visualisation de ces données et une utilisation voilà, pour des fins citoyennes. Donc brièvement, voilà, on a un réseau donc, pour accompagner en fait, les acheteurs publics à faire des achats qui soient plus responsables. Et donc dans ce cadre-là, une partie de l'achat public responsable porte sur la partie sociale, sur le volet social. Et donc on a une mission qui s'occupe de ça, qui s'appelle la mission d'appui au développement des clauses sociales. Et donc moi, c'est la mission dont je m'occupe. Et donc l'objectif de cette mission, c'est de développer les clauses sociales dans les marchés publics franciliens.
de les faire connaître et donc de les comptabiliser via cet observatoire régional des clauses sociales dont je vais vous parler. Et puis on a une deuxième mission qui est de créer en fait des espaces de discussion pour les différentes parties prenantes, pour animer un peu cet écosystème des clauses sociales dans les marchés publics franciliens. Donc avant de vous présenter un peu l'observatoire et de vous montrer quelques captures de ce à quoi il ressemble, je vais juste revenir sur ce qu'est une clause sociale pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc dans un marché public, c'est un peu technique, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin. Mais voilà, dans un marché public, l'acheteur en fait peut imposer à l'entreprise qui aura le marché, l'entreprise attributaire, d'être responsable, donc soit sur la partie environnementale, soit sur la partie sociale. Et sur la partie sociale, il y a plusieurs leviers, dont ce qu'on appelle la clause d'insertion. Et là, l'idée, c'est que l'entreprise qui a le marché, eh bien, elle doit embaucher des personnes en insertion, donc qui sont éloignées de l'emploi, pour exécuter les prestations. Donc ça se compte en nombre d'heures. On a ensuite des publics, des participants qui sont bénéficiaires de ce dispositif. Et ça permet de les ramener à l'emploi. Et nous, c'est ces données-là qu'on récolte au niveau francilien, donc dans tous les marchés publics qui sont passés en Île-de-France. Et c'est ces données-là qu'on charge dans notre observatoire, avec comme idée de les rendre publiques et puis qu'on puisse tous et toutes être acteurs et actrices de cette politique publique-là. Donc il y a une politique publique d'insertion via les marchés publics. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, cet observatoire, il présente en fait les données d'exécution des clauses d'insertion des marchés publics franciliens. Donc on a plusieurs indicateurs, on a le nombre d'heures d'insertion, on a le nombre de participants, on a les types de marchés, est-ce que c'est dans des marchés de travaux, des services, de fourniture, sur quel contrat, dans quel segment achat. Donc c'est toutes des données dont on dispose, le nombre de contrats que ça génère derrière. Donc c'est ces données-là qu'on charge dans un entrepôt donc, qui est ouvert au public. Et donc on a les évolutions pour chaque indicateur par année. Et donc ça permet de suivre l'évolution de ces clauses. Donc est-ce que les acheteurs publics en mettent davantage que les années précédentes et de suivre aussi l'impact sur les publics. Puisque l'idée, c'est ce que je disais, c'est vraiment une politique d'emploi, d'insertion. Et donc c'est de pouvoir mesurer si ça génère davantage d'heures pour ces publics qui sont éloignés de l'emploi. Et donc, on a dans cet observatoire un volet qui est plus spécifique sur le Grand Paris Express. Donc, c'est pour les non-franciliens, peut-être, c'est les grands travaux qui sont chargés d'étendre en fait le réseau de transport public, métro, RER, plus largement au Grand Paris. Et les marchés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui génèrent énormément de marchés, énormément de travaux, énormément d'heures d'insertion. Et donc, on a un focus au sein de notre observatoire spécifiquement sur ces données-là qu'on suit pour le compte de l'État. Et donc, puisque c'est une mission, je n'ai pas dit au début, mais qui est financée par la DRIETS Île-de-France, donc par le ministère du Travail en région. Et donc c'est sous ce pilotage-là qu'on publie ces données pour les rendre publiques, comme je vous disais. Et donc c'est des données qui sont injectées annuellement dans l'observatoire, donc par notre prestataire qui est Atoll Conseil et Développement. Du coup, ça va assez vite, puisque là, l'idée, c'était de vous montrer en fait à quoi ça ressemble, notre observatoire. Donc, comme je vous le disais, on a plusieurs données d'exécution, plusieurs indicateurs qu'on peut consulter. Donc ça ressemble à ça. Je crois que vous avez fait des captures. Là, c'est l'observatoire francilien plus spécifiquement sur les grands projets. C'est ce que je vous disais, les Grands Paris Express et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc il y a une possibilité de filtrer ces différents indicateurs par année. Et donc on a des graphiques à chaque fois pour illustrer ces données-là. Donc là, c'est le nombre d'heures d'insertion, par exemple, sur les grands projets franciliens. Donc c'est toutes ces heures qui ont été travaillées par des personnes en insertion et qu'on comptabilise ici. On a d'autres indicateurs comme celui-là, c'est la répartition femmes-hommes, puisque c'est aussi des choses qu'on étudie, puisque c'est un dispositif qui bénéficie davantage aux hommes, aux 3/4. Et donc, c'est des choses qu'on essaie de faire évoluer pour qu'il y ait davantage de femmes qui bénéficient de ce dispositif-là, de retour à l'emploi.
Voilà, on étudie aussi l'âge des participants, le prescripteur qui les envoie, est-ce que c'est Pôle emploi, est-ce que c'est une mission locale, voilà, pour essayer de rendre ce dispositif encore plus performant et qu'il puisse ramener encore davantage de monde vers l'emploi. Voilà, du coup, moi j'ai fini, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais je suis dispo après pour des questions s'il y a. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi, il va me falloir un instant pour brancher cet ordinateur. Hop. Voilà. Ma collègue qui devait venir vous faire cette présentation a été coincée dans le train, donc je vais faire la présentation à sa place. J'essaierai de faire pas trop moins bien qu'elle. Donc je vais vous présenter un projet qu'on a développé cette année qui vise à faciliter la publication de données. Donc notre société est Logilab, qui a été créée il y a 20 ans. On a toujours fait du logiciel libre. Notre spécialité, c'est la publication et l'échange de graphes de connaissances, de données sur Internet, en utilisant les standards du web sémantique pour faciliter cette publication, ces échanges et cette intégration des graphes entre eux. On a un logiciel libre qui s'appelle CubicWeb qu'on développe depuis quasiment 20 ans maintenant. Et dans sa dernière mouture, enfin, on vient de mettre en place en démo chez nous un service qui permet d'instancier à la demande une nouvelle application à partir d'un modèle de données et de données qui respectent ce modèle. Donc la motivation, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site 5stardata.info. En termes de partage de données, donc ça c'est un site mis en place par Tim Berners-Lee, vous savez, le même que celui qui a inventé le web il y a 30 ans. La première marche de l'échelle, là, c'est... vous pouvez publier des données, par exemple, vous les mettez en ligne. Donc si vous mettez des fichiers en ligne, par exemple un fichier PDF, les gens peuvent télécharger le PDF et regarder ce qu'il y a dedans. Mais pour peu que dans votre PDF, vous ayez mis, je ne sais pas, le budget de la mairie, vous ne pouvez pas vérifier que les totaux sont corrects, par exemple, avec un fichier PDF. Alors, si au lieu de publier le PDF, vous publiez un fichier Excel, si vous avez Excel, vous pouvez vérifier que les totaux sont corrects. Mais il faut avoir Excel. Donc, l'étape suivante, c'est de publier en CSV. Ça, tout le monde peut lire et écrire du CSV. Donc, en gros, si vous avez des données à publier, et si des données qui correspondent à un tableau, si vous voulez les échanger, mettez-les en CSV. C'est pas beaucoup plus cher souvent en gros, si vous les avez dans Excel, il suffit de faire sauver en CSV. Et si vous mettez un CSV en ligne, c'est déjà radicalement différent par rapport à mettre un PDF. L'étape suivante, si vous publiez sur le web, c'est d'utiliser des URI pour désigner les choses. Donc les identifiants qui sont dans la barre d'adresse de votre navigateur, qui servent aujourd'hui, que vous êtes habitué à utiliser pour désigner des documents HTML ou pour désigner des interfaces qui vous permettent de manipuler des objets dans des applications. Si ces identifiants, vous les utilisez pour nommer vos données, donc ce que montrait tout à l'heure Martine va tout à fait dans ce sens-là, et la question que je poserai tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez envisagé de mettre des URI pour publier vos données ? L'avantage sur le web, c'est que du coup, ça devient partageable, puisque le web, c'est un système technique qui permet d'obtenir un objet numérique, d'obtenir une séquence d'octets en échange de l'adresse, en échange de son nom, de son identifiant, qui est une URI. Et l'étape suivante, c'est lier tous ces graphes entre eux. Voilà. Donc, si vous voulez mon avis qui suit celui de Tim Berners-Lee, c'est que ça, c'est la direction du web. Alors, ça prend un petit peu de temps d'expliquer ça à tout le monde, mais c'est en train d'arriver.
Donc, à Logilab, on développe pas mal d'applications pour des institutions culturelles qui publient des données en ligne. Il se trouve que ça fait partie de leur mission de service public et donc c'est un métier dans lequel les choses ont commencé avant d'autres métiers, même si ça commence à se développer aussi dans le monde industriel. Il y a peu d'outils libres de publication et d'accès aux données structurées. Et donc souvent, les gens développent sur mesure, ce qui veut dire que c'est assez cher. Et les petites structures ont pas forcément, ou les petites institutions, n'ont pas forcément les moyens de mettre en ligne leurs données, alors que ça aurait un intérêt. Tout le monde a un intérêt à publier des pages HTML, tout le monde a intérêt à publier des données, mais comment on fait si on n'a pas trop les moyens? Avec CubicWeb, donc on l'a fait pour pouvoir facilement publier et gérer des données structurées, donc gérer au sens de rajouter, modifier, supprimer, etc. Donc des exemples de gros sites là, avec des gens qui ont du budget qu'on a fait avec CubicWeb. Il y a le site des archives de France, francearchive.fr. Il y a les catalogues de la Bibliothèque nationale de France, data.bnf.fr. Ça, c'est un plus petit site, c'est une association là, qui s'appelle la Fondation Napoléon, qui publie toutes les archives de la correspondance de Napoléon, etc. Ça, c'est l'association André Breton, qui publie justement les collections qu'avait André Breton, sa correspondance. J'ai pas repris une copie d'écran aussi d'un site qui est les catalogues du Muséum d'histoire naturelle de Paris, avec quels auteurs ont décrit quelles espèces, mais ça fonctionne aussi avec ça. Donc pour ce qui est de publier des données structurées, des données ouvertes de l'open data et de le rendre accessible, ça avec CubicWeb on est bon. Pour ce qui est de le faire pour des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, on n'est pas bon. Donc c'est ça qu'on a essayé de... C'est à cette question qu'on a essayé de répondre. Une application CubicWeb, donc là aussi on reprend les principes du web sémantique. On part du modèle de données, et puis on prend des données donc on va avoir des données qui respectent ce modèle. Une application CubicWeb, on peut la générer, alors avec une interface qui est générique, donc du coup qui est pas adapté aux données. Souvent, on veut travailler sur l'interface pour que ce soit parfaitement adapté aux données, mais il suffit d'avoir le modèle pour avoir une application CubicWeb. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, ce qu'on a fait, donc la situation actuelle, la situation courante, c'est justement les gens qui ont des données, souvent connaissent le modèle. Alors, pour faire très résumé, on peut dire que le modèle de données, c'est la liste des colonnes du tableau Excel. Peu de choses près, et que les données, c'est les lignes du tableau Excel, voilà, en très résumé. Donc les gens qui ont des données à publier, ils ont déjà leur modèle, ils ont déjà leurs données. Ce qui leur manque, c'est comment je fais une application web. Là, notre proposition, c'est de prendre ce modèle, de l'exprimer dans le standard du web sémantique qui est fait pour ça, à savoir OWL, et à partir d'un modèle exprimé en OWL, de générer une application CubicWeb. Voilà, donc on appelle ça CubicWeb as a Service. Le prérequis, c'est d'avoir ce modèle. Donc, en termes web sémantiques, ça s'appelle une ontologie, mais en gros, ça décrit quels sont mes objets et quels sont les attributs de mes objets. D'avoir les données, et j'ai une application qui publie les données. Alors, si je vais vous l'afficher... Je vais vous l'afficher dans l'onglet suivant du navigateur. Si jamais vous voulez la regarder, elle est sur peertube.logilab.fr. Et si je mets ça en plein écran, non, plein écran, il ne veut pas. Bon, je ne vais pas m'acharner. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une micro-application web dans laquelle on donne un nom à l'application, dans laquelle on va mettre le fichier OWL qui décrit le modèle, dans laquelle on va mettre le fichier avec les données. Et puis on va appuyer sur le bouton. Voilà. Là, je vais mettre mon modèle. J'ai l'impression que la capture n'a pas pris la fenêtre de parcours des répertoires. Mais je pense que quand la souris se déplace et qu'elle clique, c'est parce que... Et là, on appuie sur le bouton « Génère-moi mon application ».
Voilà, il répond avec une page en disant « ton application est là ». Et voilà, au bout de l'URL, j'ai une application dont là ce qu'on voit justement, c'est les objets, c'est les entités, les classes du modèle de données. Et le nombre qu'il y a entre parenthèses, là, c'est le nombre de données de ce type-là qui ont été insérées. Donc là, on a pris le modèle, on a généré une application, on a déployé l'application, on a pris les données, on les a chargées dans l'application, et ce qu'on constate, c'est le résultat de tout ce processus. Donc ça nous fait une application à la demande. Et puis là, donc vous voyez, l'interface est générique, donc elle a des travers. Il y a une interface entièrement côté client qui existe maintenant, qui n'est pas encore complètement branchée sur cette démo. Pardon, hop. Et pour terminer, donc comme pile technique, la petite partie qui permet de faire le formulaire et puis de tout orchestrer, la génération de l'application, etc. Il se trouve que c'est écrit en Flask. On a une petite étape de conversion entre le modèle OWL, le standard web sémantique pour décrire des modèles, et le modèle propre à CubicWeb. On a du CubicWeb. Il se trouve que là, l'application CubicWeb, elle est directement créée dans un entrepôt GitLab, qu'ensuite on utilise l'intégration continue de GitLab pour construire le conteneur, qu'ensuite le conteneur est déployé dans Kubernetes, et qu'après vous voyez l'application laquelle vous accédez, elle fonctionne dans Kubernetes, enfin, le conteneur est exécuté dans Kubernetes. Merci de votre attention. Je ne m'appelle pas Karine, mais c'est elle qui avait préparé ça pour